Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette mini-vidéo 2. Aujourd'hui on change de support, ma caméra malheureusement m'a lâché complètement, donc là j'utilise mon téléphone pour filmer cette vidéo. J'espère que la qualité vidéo sera tout aussi correcte que sur la caméra. Aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse question cruciale qui va être: est-ce que Donald Trump peut être encore réélectible? Ou peut-il encore se faire réélire? Eh bien, si vous m'aviez posé la question l'année dernière, je vous aurais répondu sans hésitation oui. Si vous m'aviez posé la question au mois de février, en plein Covid, je vous aurais dit non. Et aujourd'hui, eh bien, je vous redis oui. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, il est clair que les démocrates, s'ils ont fait leur foire de primaire jusqu'à 25 prétendants, mais finalement, depuis le début, et ça vous pourrez retrouver la vidéo que j'avais faite il y a maintenant presque un an en disant que ce serait de toute façon Joe Biden qui serait mis en pole position pour devenir le candidat démocrate face à Donald Trump. Eh bien aujourd'hui, force est de constater que, vu ce qu'il se prend en pleine figure, on peut éventuellement se poser la question si finalement la possibilité, même après une gestion du Covid-19 qui est encore en phase aujourd'hui, puisque un certain nombre d'États sont en train de connaître un nouveau pic. Est-ce qu'on peut parler de deuxième vague? Pour l'instant, je ne sais pas. Le fait est, c'est que malheureusement, le fait est que les démocrates donnent bien des signes qui ne trompent pas sur le fait qu'eux-mêmes doutent sur leur capacité de véritablement battre Donald Trump aux prochaines élections présidentielles au mois de novembre. Alors il y a plusieurs signes, évidemment les Black Lives Matter, le phénomène qui avait pour but finalement de remettre la question du racisme sur la table, et surtout des violences policières, finalement a débordé, a finalement eu une, 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 forme de conséquences et de ramifications beaucoup plus importantes que prévu, jusqu'au point qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle fois la culture sudiste, par exemple, qui est attaquée. Ce sont certains symboles de l'histoire discutables, certes, mais qui sont de nouveau mis sur la table par ces mouvements Black Lives Matter, et surtout, et ce qui n'a pas échappé d'ailleurs à un certain nombre d'Américains, c'est l'infiltration d'idéologie d'ultra-gauche. Le fameux Chaz devenu Shop maintenant à Seattle en est un très bel exemple, puisqu'aujourd'hui cet endroit est devenu tellement anarchique que quand on s'y balade, on y voit véritablement toutes les positions, toutes les idéologies politiques qui nous rappellent une certaine époque qu'on appelait le communisme. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un indice qui ne trompe pas. Il y a quelques jours de cela, Joe Biden a fait son meeting d'introduction de sa campagne présidentielle, même si pour l'instant il n'est pas encore introduit en tant que candidat officiel. Il le sera, je crois, d'ici quelques jours lors de la convention qui doit avoir lieu je ne sais plus où. Et néanmoins, ce premier meeting, eh bien, on a invité quelqu'un de poids qui n'était ni plus ni moins que son ancien président, Barack Obama. Barack Obama, qui, je rappelle, Joe Biden était son vice-président pendant ses 2 mandats. Intervention donc de Barack Obama, évidemment, pas de surprise, puisqu'on va aller chercher l'émotionnel, on va aller chercher la nostalgie d'Obama pour vendre le produit Biden. Et d'ailleurs, Obama l'a très bien fait. Sauf qu'Obama ne s'est pas contenté simplement de dorer la pilule de Biden, mais aussi il a dit certaines choses qui démontrent qu'en effet, les démocrates, partie des démocrates, plus ou moins je dirais les démocrates même modérés, prennent conscience qu'il y a toujours un risque que Donald Trump se fasse réélire. Et les signes, ils ne sont pas dénués de sens, puisque, premièrement, Barack Obama a rappelé à Joe Biden une responsabilité que pendant sa campagne, il va falloir qu'il aille chercher l'électorat jeune, c'est-à-dire l'électorat des jeunes Américains, qu'il a complètement occulté ces derniers mois et qu'il n'a pas réussi, ou qu'il n'a peut-être pas compté dessus lors de ces différentes interventions. Donc c'est un électorat qu'il va falloir qu'il séduise.
Deuxièmement, Barack Obama a bien stipulé qu'il fallait faire très attention au fait que malheureusement il y a certaines mouvances qui peuvent être utiles pour les démocrates pour lutter contre Donald Trump et décrédibiliser encore plus son image. Même si aujourd'hui on peut considérer qu'il n'y a pas besoin de décrédibiliser l'image de Donald Trump, il le fait très bien lui-même. On, on a quand même aussi une chose qui est très importante et qui veut tout dire. Rappelons que Barack Obama, c'est pas n'importe quel président, c'est quelqu'un quand même de relativement intelligent, qui a une certaine prestance, qui a su séduire son monde, qui est quelqu'un de posé, qui est quelqu'un de réfléchi. Et lorsqu'il dit tout d'un coup que les démocrates, qu'il va falloir qu'ils arrêtent de se reposer sur leur laurier, qu'ils arrêtent de considérer que c'est peut-être déjà gagné et qu'ils se reposent sur leurs acquis, eh bien, tout d'un coup, vous vous dites que finalement, le Barack Obama, lui aussi, a compris que les chances de réélection de Trump ne sont pas négligeables. Elles ne sont pas négligeables, pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, je pense que les événements qui se sont produits dans le phénomène Black Lives Matter, avec tous ces aspects idéologiques qui sont en train de même s'exporter en France, et de limite culpabiliser le blanc de toute la responsabilité de ce que les Afro-Américains ou les Afro en général ou ceux qui ont été soumis à l'esclavage, eh bien, on porte l'accent sur ce sentiment de culpabilité. Et ça, aux États-Unis, eh bien, auprès de la population blanche, ça passe très très mal. Alors évidemment, la télévision, les médias vous montrent en règle générale les manifestations avec évidemment des blancs progressistes, mais je rappelle que les blancs progressistes aux États-Unis, ils sont essentiellement autour et dans les grandes villes américaines, et que au bas mot, les progressistes américains ne représentent que 70 ou 80 millions de personnes. Alors que je rappelle que Donald Trump, rien que sur son Twitter, il a 82 millions de followers. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais Twitter n'est pas une garantie, étant donné qu'on peut très facilement acheter des followers, et même si on considère que 82 est un faux chiffre, même si on prend un million, il arrive quand même à 40 millions de followers. Donc, je veux dire, sans compter qu'évidemment, nous sommes aussi confrontés à cette situation, exactement la même chose en France, c'est-à-dire de cette proportion de population qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas raconter, qui n'osent pas discuter de leurs opinions, mais qui, lorsqu'ils arrivent devant le bulletin de vote, eh bien, savent par contre pour qui ils vont voter. Et ça, généralement, c'est ce qui fait d'ailleurs toutes les grandes surprises. C'est ce qui a fait d'ailleurs la surprise en 2016, puisque même si Donald Trump avait fâcheuse tendance dans les sondages à avoir de très bons résultats, ce qui a inquiété une certaine frange des démocrates, et puis pas d'autres, parce que les autres étaient convaincus que Hillary Clinton passerait finger in the nose. Le problème, non. Le problème, c'est que on s'est trouvé dans la situation où tout le monde, ça a été, enfin tout le monde, une grande portion de gens ont été surpris par le résultat. Le résultat, c'est que même si en vote, en suffrage, Donald Trump était perdant, puisque je rappelle qu'Hillary Clinton avait remporté 60 520 000 voix, alors que Donald Trump en avait atteint 60 500 et quelques. Même si depuis, je crois que les chiffres ont été réévalués et très clairement, Hillary Clinton était très clairement en tête. Mais malheureusement, aux États-Unis, ça ne fonctionne pas sur un suffrage universel, ça fonctionne sur un principe de grands électeurs. Et récemment, d'ailleurs, on a eu une carte qui est tout à fait relativement honnête d'ailleurs, et qui donne 218 grands électeurs à Joe Biden et 204, je crois, à Donald Trump. Sauf qu'il y a à peu près 80, je crois c'est 80 électeurs, si ma mémoire est bonne, je crois que oui, il y a 80 électeurs où on est dans l'incertitude. Évidemment, les 80 électeurs, parmi les 80 grands électeurs, ce sont des grands électeurs qui viennent de ce qu'on appelle les États twist, ou les États switch.
Je crois que c'est État switch. C'est-à-dire que c'est des États, à chaque élection, on ne sait pas trop les tendances. C'est-à-dire que vous avez les États, ce qu'on appelle les États acquis. Ces États acquis, c'est-à-dire ce sont les États dont on est certain qu'ils voteront démocrates ou républicains, parce que voilà, ce sont des États profondément ancrés dans cette idéologie, où tout du moins la majorité des populations ne font pas défection au dernier moment sur la tendance réelle de l'État. Et puis vous avez un certain nombre d'États, alors ça fait à peu près, je dirais, presque un petit peu plus de... Non, à peu près la moitié, oui. La moitié des États sur lesquels on a des historiques. Des historiques où ils ont souvent plus voté démocrates que républicains, ou plus républicains que démocrates, mais il y a eu des élections où il y a eu des inversions. Euh, et vous avez d'autres États où là, évidemment, on ne sait pas du tout. C'est-à-dire que ce sont souvent des États dont il est très difficile de tirer une tendance du fait que très souvent dans des élections, là où on les attendait plutôt du côté démocrate, et bien finalement, au résultat, ils ont plutôt été républicains et vice-versa. Alors parmi les États, il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas négligeables parce qu'ils ont quand même un certain nombre de grands électeurs. Vous avez la Floride, par exemple. La Floride a 29 grands électeurs. Vous avez la Caroline du Nord qui a 19 grands électeurs. Je crois qu'il y a, aussi dans le lot le Michigan et l'Illinois, mais qui n'ont pas un grand nombre d'électeurs. Donc voilà, sur ces États sur lesquels on a beaucoup de doutes et sur lesquels tout va se jouer finalement, représentent à peu près 80 grands électeurs. En sachant qu'il faut 270 ou 272 grands électeurs pour l'emporter, c'est-à-dire qu'il faut la moitié. Je crois que le nombre de grands électeurs est 350 ou 400, je ne sais plus le chiffre, je l'ai perdu. Je l'avais donné de toute façon dans une précédente vidéo. Je crois que c'est 458 grands électeurs. Enfin, de toute façon, je vous le marque là, hein, si je me trompe. Euh, et donc, le fait est, en effet, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie qui consiste à en mettre plein la gueule à Donald Trump pour essayer de complètement le décrédibiliser, eh bien, chez certains politiciens, analystes, sont en train de se dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de trop en faire et de risquer de finalement en faire presque un martyr et pousser peut-être un électorat qui avait voté pour Donald Trump et qui n'avait peut-être pas l'intention de revoter pour lui cette fois-ci, et bien finalement peut-être de revoter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous avez quand même un certain sentiment patriotique qui n'est pas négligeable, et que ce sentiment patriotique, quelle que soit la position, si vous êtes plutôt un nordiste, ce qu'on appelle un yankee, ou si vous êtes plutôt un sudiste, eh bien aujourd'hui on peut malheureusement dire que les mouvements Black Lives Matter, ou tout du moins les idéologies d'extrême gauche qui s'expriment par l'intermédiaire de Black Lives Matter, malheureusement attaquent considérablement une certaine fierté américaine, et ça, évidemment, ça risque de jouer contre Joe Biden auprès d'un électorat qui, comme je vous le dis, peut-être était complètement indécis et ne savait pas trop pour qui voter, peut-être un électorat qui serait en partie prêt à être dans l'abstentionnisme. Mais peut-être que là, si certains démocrates pensent qu'ils vont gagner de l'électorat, peut-être que d'autres sont aussi en train de penser qu'ils sont en train d'en perdre. Donc voilà, pour répondre un petit peu à cette question que parfois certains me posent d'ailleurs, pour savoir est-ce que je pense que Donald Trump a des chances d'être réélu, il y a des chances en effet qu'il puisse être réélu. Alors peut-être réélu, pas forcément avec une grande marge, mais voilà, la question en effet est là, c'est-à-dire que là où la stratégie voulait faire en sorte de faire une récupération par rapport à un phénomène de société qui a toujours existé malheureusement, mais qui n'a jamais trouvé de véritable volonté politique, même de la part des démocrates d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu l'essentiel aujourd'hui de ce qui pourrait être en effet la question. Alors aujourd'hui, beaucoup de médias évidemment vont vous faire passer la pilule que Joe Biden sera réélu, enfin sera élu pardon, face à Donald Trump, mais
Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2016, hein, tout le monde était convaincu que Hillary Clinton, à différents niveaux, réussirait à gagner l'élection, et puis finalement c'est Donald Trump qui l'a emporté. Voilà, une petite vidéo pour vous donner un peu d'éléments de réflexion par rapport à ça. Je vous le dis, hein, je le rappelle. Récemment, Barack Obama, qui est intervenu lors d'un meeting de Joe Biden, nous a donné véritablement un indice de cette inquiétude réelle qu'aujourd'hui, il y a en effet un risque que Donald Trump soit réélu. D'ici là, une prochaine vidéo, peut-être plus longue, cette fois-ci elle est relativement plus courte que toutes les autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien.